On dit que le silence est d'or. C'est faux. Dans son métier, le silence est le son que fait une arme équipée d'un silencieux juste avant de vous briser la nuque. Elle s'appelle Victoria Vane. Et si on parle encore d'elle, c'est qu'elle est toujours en vie, pour l'instant. Regardez bien ce train. L'Orient Express. De l'extérieur, c'est une légende de velours et d'acajou filant à travers la nuit glacée de l'Europe. Mais de l'intérieur, c'est une cage. Une cage remplie de tigres en smoking et de serpents en robe de soie. Dans sa poche gauche, elle a un rouge à lèvres qui peut faire sauter une porte blindée. Dans sa poche droite, les codes d'un satellite capable d'éteindre la moitié de la planète. Et dans le compartiment voisin, il y a un homme, Victor. L'homme le plus dangereux qu'elle ait jamais rencontré. Le problème, ce n'est pas qu'il veuille la tuer. Le problème, c'est qu'elle a terriblement envie qu'il l'attrape. Bienvenue à bord du dernier train pour l'enfer. Prenez votre billet. Et surtout, retenez votre souffle. Budapest, 23h45. La gare de Keleti ressemblait à une cathédrale profanée, dédiée aux dieux de l'acier et de la fumée. Sous la verrière immense, les pigeons roucoulaient, seuls témoins des adieux déchirants et des départs précipités. L'air y était glacial. Une morsure invisible, humide, qui traversait les manteaux les plus épais pour geler les os. Victoria Vane, elle, ne sentait pas le froid. Ou peut-être avait-elle simplement décidé de l'ignorer. C'était une question de discipline mentale. Elle avançait le long du quai numéro 9. Ses talons claquaient sur le béton avec une régularité de métronome. Clac, clac, clac. Elle était une silhouette découpée au scalpel dans la brume nocturne. Sous son trench-coat en cachemire anthracite, la soie noire de sa robe de soirée froissait doucement contre sa peau. Une fente sur la cuisse gauche permettait l'accès rapide à ce qui comptait vraiment. Pas sa peau, son arme. Elle resserra sa prise sur la poignée en cuir fauve de sa mallette. À l'intérieur, pas de bijoux ni de lettres d'amour. Juste un passeport au nom d'Elena Roscoe, marchande d'art viennoise. 2 chargeurs de rechange pour son Walter PPK. Et un flacon de parfum Nuit de tubéreuse qui, une fois brisé, libérait assez de gaz anesthésiant pour endormir un wagon entier. Devant elle, le train. Une bête de métal sombre, aux ferrures dorées qui luisaient sous les lampadaires jaunâtres. De la vapeur s'échappait des pistons, enveloppant la locomotive d'un voile fantomatique. Le monstre ronronnait, impatient. Victoria repéra enfin sa cible. Le docteur Harris Thorne. Il était là, près de la voiture 7. Il portait un bonnet enfoncé sur les oreilles et fumait une cigarette avec l'avidité d'un condamné à mort. Ses mains tremblaient. Il ne regardait personne. Il regardait le vide. Elle ne l'approcha pas. C'était la consigne. Shadow Protocol. Elle était son ombre, pas sa nourrice. Elle monta les marches du wagon-lit. L'odeur changea instantanément. L'âcreté du charbon et de l'huile céda la place à des effluves plus riches, la cire d'abeille, le vieux cuir, le velours ancien et cette odeur indéfinissable de l'argent qui ne dort jamais. Elle s'engagea dans l'étroit couloir tapissé de bois de rose. C'est alors que le temps sembla se suspendre. Au bout du couloir, un homme bloquait le passage. Il ne bougeait pas. Il consultait une tablette numérique, le visage éclairé par la lueur bleutée de l'écran qui accentuait les angles de sa mâchoire. Il portait un smoking. La plupart des hommes ont l'air déguisés en smoking. Lui, il semblait être né avec. Une décontraction féline, épaules larges, posture déliée. Il occupait l'espace sans effort. Il leva les yeux. Victoria s'arrêta imperceptiblement. Ses sens d'espionne passèrent en alerte rouge. Ce n'était pas le regard vide d'un passager qui cherche sa cabine. C'était un scanner. Leurs regards se croisèrent. Bleu acier contre vert émeraude. Une étincelle silencieuse crépita dans l'air confiné. Pas de mots. Juste la reconnaissance mutuelle et instinctive de 2 prédateurs nageant dans le même bocal.
L'homme eut un demi-sourire. Pas moqueur. Intéressé. Il s'effaça contre la paroi de bois verni, laissant juste assez d'espace pour qu'elle passe. Juste assez pour qu'elle soit obligée de le frôler. « Pardonnez-moi, dit-il. » Sa voix était grave, un baryton chaud qui contrastait avec la froideur de son regard. « Je ne voulais pas être un obstacle. »« Vous n'êtes pas un obstacle, » répondit Victoria sans s'arrêter, sa voix aussi lisse que du verre. « Juste un ralentissement. » En passant devant lui, elle sentit son parfum. Santal, tabac froid. Et à peine perceptible sous l'eau de Cologne coûteuse, l'odeur métallique de l'huile d'arme. Elle entra dans son compartiment et verrouilla la porte à double tour. Son cœur battait à 60 pulsations par minute, calme. Mais son esprit, lui, était déjà en guerre. Le train émit un sifflement long et lugubre. Les roues grincèrent. L'Orient Express s'ébranla. La cage était fermée. Une heure plus tard, le train filait à travers la campagne hongroise, noyée dans l'encre de la nuit. Victoria avait troqué le froid du quai pour la chaleur dorée du wagon-restaurant. C'était un écrin de marqueterie lalique et de velours cramoisi. Ici, le tintement du cristal baccarat remplaçait le bruit des culasses qu'on arme. Les serveurs en livrée blanche glissaient comme des fantômes, portant des plateaux d'argent chargés de caviar et de champagne millésimé. Elle s'était installée à une table d'angle. Une position stratégique. Dos au mur, vue dégagée sur l'entrée et les cuisines. 3 tables plus loin, le docteur Thorne noyait son anxiété dans un consommé au sherry, les yeux rivés sur la nappe. Victoria, elle, n'avait commandé qu'un verre de Saint-Estèphe. Elle le faisait tourner lentement, observant les larmes rouges couler sur le verre. Elle avait besoin d'être lucide. Elle sentit sa présence avant de le voir. L'air sembla se densifier, se charger d'une électricité statique qui fit dresser les fins duvet sur ses avant-bras. L'homme du couloir entra dans le wagon. Il ne marchait pas, il glissait entre les tables avec une assurance prédatrice. Il saluait un serveur d'un hochement de tête, souriait à une vieille dame couverte de bijoux. Il jouait parfaitement son rôle. Il n'hésita pas une seconde. Il se dirigea droit vers sa table, comme si une invitation invisible y avait été déposée depuis toujours. Il s'arrêta devant elle, une main posée sur le dossier de la chaise vide. « Mademoiselle, dit-il, il est criminel de dîner seul dans un endroit aussi romanesque. Accepteriez-vous un peu de compagnie ?» Victoria leva les yeux de son verre. Elle prit le temps de l'analyser à nouveau, de plus près cette fois. Pas d'alliance. Des mains soignées, mais fortes. Une légère callosité sur la tranche de la main droite et à l'index. La marque du tireur, la marque du combattant. Elle lui indiqua la chaise d'un signe de tête minimal, acceptant le duel. Il s'assit. Il ne regarda pas le menu. Il la regarda, elle. « Victor Croft, » dit-il en tendant la main. « Chef de la sécurité de la compagnie ferroviaire. » Victoria serra sa main, sèche, ferme. « Elena Roscoff, » mentit-elle avec une fluidité parfaite. « Marchande d'art. »« Chef de la sécurité » répéta-t-elle avec une pointe d'ironie. « Vous ne portez pas l'uniforme. »« Je préfère la discrétion, » répondit Victor avec un sourire en coin. « L'uniforme rend les gens nerveux, le smoking les rassure. Ils pensent que je suis l'un des leurs. Et vous ne l'êtes pas. Je suis celui qui veille à ce que leur champagne ne soit pas empoisonné, dit-il, en plantant ses yeux bleus dans les siens. Victoria soutint son regard. Elle savait qu'il mentait, et il savait qu'elle le savait. C'était la première règle de leur jeu. Tout le monde ment, mais certains le font avec plus de style que d'autres. Le dîner fut une partie d'échecs jouée avec des couverts en argent. Chaque phrase était un mouvement, chaque sourire une parade. Ils parlèrent de Vermeer, de l'hiver à Vienne, de la solitude des longs trajets. Mais sous les mots, c'était une autre conversation, codée, brutale. Il lui demandait sans le dire « Pour qui travailles-tu ? MI6 ? CIA ?» Elle lui répondait par son silence « Essaie de m'arrêter et tu verras. » À la fin du repas, aucun des deux n'avait cédé de terrain. Victor se leva le premier. Il prit la main de Victoria et la porta à ses lèvres, sans la toucher vraiment. « Dormez bien, Helena, murmura-t-il.
La nuit peut être agitée sur ces vieilles lignes. Je ne dors jamais vraiment, Victor, répondit-elle. Il s'éloigna. Victoria le regarda disparaître. La courtoisie était terminée, le travail commençait. Minuit 10. Le train traversait maintenant des forêts denses, murs noirs impénétrables de chaque côté de la voie. Victoria regagna le wagon-lit. Le couloir était désert. Trop désert. Elle s'arrêta devant le compartiment du docteur Thorne. Elle frappa 2 fois, un code convenu. Aucune réponse. Juste le silence lourd, seulement troublé par le grincement mécanique des essieux et le vent qui commençait à se lever dehors. Elle n'hésita pas. Elle sortit une épingle à cheveux de son chignon. Elle la glissa dans la serrure. Elle sentit les goupilles céder. Clic. Le bruit fut presque obscène dans ce silence. Elle entra. L'odeur la frappa immédiatement. Une odeur aigre, de peur, de bile et de brandy bon marché. Le docteur Harris Thorne n'était pas dans son lit. Il était effondré sur la banquette, la chemise ouverte, le visage d'une pâleur cireuse, les yeux révulsés vers le plafond. Il respirait encore, mais difficilement. Un sifflement rauque qui déchirait sa poitrine comme du papier de verre. Sur la petite tablette, un verre renversé. Une flaque ambrée s'étalait sur la nappe. Victoria s'agenouilla près de lui. Elle prit son pouls. Filant, irrégulier, ses pupilles étaient réduites à des têtes d'épingle. Elle analysa la situation en une fraction de seconde. Ce n'était pas une crise cardiaque. C'était un message. Quelqu'un à bord avait franchi la ligne. Le poison était un neurotoxique lent. Il voulait Thorne vivant, mais neutralisé. Il voulait les codes. Victoria se redressa. Une colère froide l'envahit. Ils étaient vulnérables ici. La porte du compartiment était une protection dérisoire. Elle devait déplacer Thorne, trouver un endroit sûr dans ce serpent d'acier où chaque visage pouvait être celui d'un bourreau. Elle sortit son Walter PPK de la cachette de sa robe. Le métal froid contre sa cuisse chaude était la seule chose rassurante à cet instant. Elle ôta la sécurité. C'est alors que le train émit un crissement violent. Les lumières du couloir vacillèrent. 1 fois, 2 fois, avant de s'éteindre brusquement, plongeant le wagon dans une obscurité quasi totale. Dans le noir, Victoria entendit un bruit de pas. Feutré, rapide. Il venait vers elle. Elle leva son arme, visant l'ombre qui se dessinait dans l'encadrement de la porte. Une main surgit de l'obscurité, saisissant son poignet avec une force d'étau, détournant le canon vers le plafond. Victoria fut plaquée contre la cloison. Le souffle d'un homme sur son cou. L'odeur de santal et de tabac froid. C'était Victor. Sa voix n'était plus qu'un murmure grave à son oreille. « Ne tirez pas, Helena. À moins que vous ne vouliez alerter les 3 mercenaires russes qui viennent de monter à l'arrêt technique. » Il la relâcha doucement. Dans la pénombre, leurs yeux se cherchèrent. Il n'y avait plus de jeu, plus de mensonges mondains, plus de dîner aux chandelles. Juste 2 professionnels cernés par le danger. « Thorne a été empoisonné, » dit-elle, la voix tendue. « Je sais, » répondit-il. « Et si nous ne disparaissons pas maintenant, nous serons les prochains. » L'obscurité n'était pas vide. Elle était habitée par le souffle court du docteur Thorne, par le craquement du bois qui travaillait sous le froid, et par cette présence magnétique, juste à côté d'elle. Victor. Il n'avait pas besoin de parler pour se comprendre. Dans le monde du renseignement, la survie dépend souvent d'une capacité quasi télépathique à synchroniser ses mouvements avec un inconnu. Victoria sentit la main de Victor effleurer son bras. Un signal. On bouge. Ils soulevèrent le corps inerte du scientifique. Il était lourd, un poids mort rempli de secrets d'État. Ils avancèrent dans le couloir du wagon-lit, pas après pas, dans un silence de cathédrale. Chaque porte fermée pouvait cacher un tueur. Chaque ombre pouvait se transformer en lame. Victoria sentait l'adrénaline se diffuser dans ses veines, non pas comme une bouffée de chaleur, mais comme une glace liquide, aiguisant ses sens. Elle entendait le frottement du tissu de Victor contre le mur. Elle sentait son odeur, ce mélange troublant de luxe et de danger. Le wagon de queue, chuchota-t-il, sa voix vibrant contre l'oreille de Victoria. C'est une réserve pour le matériel de cuisine. Blindé.
Isolée et froide, répondit-elle. Mieux vaut geler que saigner, répliqua-t-il avec un cynisme qui fit presque sourire Victoria. Mais l'Orient Express a des oreilles partout. Alors qu'il traversait le wagon-bar désert pour rejoindre l'arrière, une silhouette émergea de l'ombre d'une cabine téléphonique. Un uniforme bleu nuit, des boutons dorés. C'était un contrôleur. Mais il ne tenait pas une pince à billets. Il tenait une radio, le pouce suspendu au-dessus du bouton d'appel. Victoria se figea, le poids du corps inerte de Thorne tirant sur ses épaules. Elle n'avait plus de main libre pour son arme. « Monsieur Croft ?» demanda le contrôleur. Sa voix tremblait légèrement, pas de peur, mais d'avidité. « On m'a dit que vous étiez indisposé et que je devais signaler tout mouvement suspect au wagon 7. » Victor lâcha doucement les jambes de Thorne. Il s'avança vers l'homme, il ne courut pas, il ne sortit pas d'arme. Il ajusta simplement ses manchettes avec une lenteur terrifiante. « Fermez cette radio, Stéphane, » dit Victor. Sa voix était basse, calme, celle d'un homme qui discute de la pluie et du beau temps au bord d'une falaise. « Il paye bien, monsieur Croft, » répliqua le contrôleur, reculant d'un pas. « Très bien, 10 fois mon salaire annuel. »« L'argent ne sert à rien dans un cercueil, » répondit Victor. Il fit un pas de plus. L'atmosphère devint irrespirable. « Tu penses qu'ils vont te laisser partir ? Tu as vu nos visages, tu as vu le corps. Pour eux, tu n'es qu'une ligne de budget à effacer. Pour moi, tu es encore Stéphane, le père de 2 filles à Innsbruck. » Le contrôleur blanchit. Victoria observait la scène, fascinée. Victor n'utilisait pas la force, il utilisait la peur, chirurgicalement. « Pose la radio », ordonna Victor. « Retourne dans ta cabine. Verrouille la porte et oublie que tu nous as vus. C'est la seule façon pour toi de revoir la neige fondre ce printemps. » Un silence interminable s'étira. Le train continuait de rouler, indifférent. Finalement, la main du contrôleur s'abaissa. Il posa la radio sur une table. « Le wagon de queue est ouvert, » murmura-t-il, la gorge serrée. « Mais faites vite, ils arrivent. » Il disparut dans l'ombre. Victor revint vers Victoria. Il avait une goutte de sueur sur la tempe, seul indice de la tension qui l'avait habité. « Joli bluff !» chuchota Victoria en reprenant le corps de Thorne. « Ce n'était pas du bluff, » répondit-il froidement. « S'il avait appuyé sur le bouton, je l'aurais tué avant que le signal ne passe. » Puis, le monde s'arrêta. Une secousse titanesque fit trembler l'Orient Express de la locomotive jusqu'au dernier boulon. L'acier se déchira dans un hurlement strident. Puis, plus rien. L'immobilité totale. Dehors, la tempête avait gagné. Une avalanche avait bloqué la voie. Victoria et Victor s'enfermèrent dans le wagon de stockage. C'était une pièce étroite, encombrée de caisses de champagne et de linge plié. Mais surtout, c'était un congélateur. Sans le mouvement du train pour générer de l'énergie, le chauffage avait rendu l'âme. La température chutait. Vite. Trop vite. Victor trouva une vieille lanterne à huile et une boîte d'allumettes. Le craquement de l'allumette fut le son le plus réconfortant que Victoria ait jamais entendu. Une petite flamme jaune, vacillante, fragile, naquit entre les doigts de Victor. Elle repoussa les ténèbres, créant un îlot de lumière dorée au milieu de l'enfer blanc. Ils installèrent Thorne dans un coin, sous une pile de nappes en damassé. Puis, ils s'assirent l'un en face de l'autre, sur des caisses de bois. Victoria regarda Victor. Dans cette lumière tamisée, les traits durs de son visage semblaient s'adoucir. Elle vit la fatigue au coin de ses yeux. Elle vit l'entaille sur sa main, le sang séché formant une ligne carmin sur sa peau pâle. Elle sortit un mouchoir de soie de sa poche. Sans un mot, elle saisit la main de Victor. Le contact fut électrique. Il ne la repoussa pas. Il laissa faire. Alors qu'elle tamponnait doucement la blessure, Victor ne regardait pas sa main. Il regardait Victoria. Il étudiait la courbe de ses cils, la tension de sa mâchoire, la mèche rebelle qui tombait sur son front. « Pourquoi » demanda-t-il soudain. Sa voix était rauque, brisée par le froid et la fatigue.
Victoria leva les yeux. Pourquoi quoi? Pourquoi cette vie, Helena? Ou quel que soit votre vrai nom. Vous pourriez être n'importe où, au bras d'un diplomate à Rome, dans une galerie d'art à New York. Pourquoi ici, dans le froid, avec la mort qui gratte à la porte? Victoria hésita. C'était une question interdite. Les espions ne parlent pas de leur motivation. Ils parlent de logistique. Mais cette nuit était différente. C'était une parenthèse hors du temps. Parce que je ne sais rien faire d'autre, avoua-t-elle, dans un souffle. Parce que le monde normal, le monde de la lumière, me semble fade. J'ai besoin de sentir que je tiens le destin entre mes mains pour me sentir vivante. Victor eut un petit rire triste. Il tourna sa main et entrelaça ses doigts avec ceux de Victoria. « Nous sommes pareils », murmura-t-il. Deux papillons de nuit attirés par l'incendie. Victor regarda la flamme danser. « J'étais architecte, vous savez, » dit-il soudain. Victoria cligna des yeux, surprise par cet aveu incongru au milieu du chaos. « Architecte ? Avant tout ça. Avant le MI6, avant la sécurité ferroviaire, avant les armes. Je dessinais des maisons, des espaces de lumière. Je voulais construire des choses qui durent. » Il eut un rire amer. « Maintenant, ma spécialité, c'est d'empêcher que tout s'effondre. C'est moins créatif. » Victoria s'approcha un peu plus. La couverture glissa sur son épaule nue, mais elle ne frissonna pas. « J'étais pianiste, » confia-t-elle à son tour. « Le Conservatoire de Paris. Je pensais que la musique pouvait sauver le monde. » Elle regarda ses mains fines, capables de briser une nuque ou de jouer du Chopin. Mais la musique ne suffit pas contre des hommes comme ceux qui sont dans ce train. Peut-être pas, murmura Victor. Mais ce soir, dans ce wagon gelé, j'aimerais beaucoup vous entendre jouer. La tendresse dans sa voix fit vaciller les défenses de Victoria plus sûrement que n'importe quel interrogatoire. Il se pencha vers elle. L'espace entre eux disparut. « Je suis l'homme qui vous empêche de mourir de froid, » dit-il, si bas que les mots semblaient se former directement dans l'esprit de Victoria. « Et vous êtes la femme qui pourrait me faire oublier, juste pour une heure, le monstre que j'ai dû devenir. » Il leva sa main libre et caressa la joue de Victoria. Son pouce suivit la ligne de ses lèvres. Victoria ferma les yeux, s'abandonnant à la sensation. Le cuir rugueux de ses doigts contre la douceur de sa peau. Leurs fronts se touchèrent. Ils respirèrent le même air, mêlant leur souffle en petits nuages de vapeur blanche. Le désir monta, non pas comme une explosion, mais comme une marée lente, irrésistible, profonde. C'était le désir violent de ceux qui savent qu'ils peuvent mourir demain. Victor l'embrassa. Ce n'était pas un baiser volé. C'était une revendication. Ses lèvres étaient froides, mais sa bouche était brûlante. Victoria répondit avec une ferveur qui la surprit elle-même. Elle agrippa les revers de son smoking, l'attirant contre elle, cherchant à fusionner, à disparaître en lui. Dehors, le vent hurlait comme une bête sauvage. Mais à l'intérieur, dans ce cercle de lumière fragile, il n'y avait que le bruit de leur cœur et le froissement de la soie et de la laine. Pendant un instant, l'espionne disparut. Il ne restait qu'une femme, trouvant un refuge dans les bras du seul homme capable de comprendre la noirceur de son âme. Le bruit du bois qui éclate est unique, sec, violent, définitif. La porte du wagon vola en éclats sous le coup de botte. La bulle de magie explosa. La réalité revint, armée de fusils d'assaut et de lunettes de vision nocturne. Victoria et Victor ne se regardèrent même pas. La transition de l'amant au guerrier fut instantanée. Une seconde, ils étaient enlacés. La seconde suivante, ils étaient des machines à tuer. Victor renversa la lourde caisse de champagne, créant une barricade de fortune. Les bouteilles explosèrent sous les premières balles, répandant une odeur d'alcool et de poudre dans l'air glacé. « À droite !» hurla Victoria. Elle roula au sol, son Walter PPK pointé vers l'ombre qui s'avançait. Elle tira, 2 fois, 2 éclairs brefs dans la pénombre.
L'homme s'effondra avec un bruit mou. Mais ils étaient 3. Victor, désarmé, n'avait que ses poings et sa rage. Il se jeta sur le deuxième mercenaire qui enjambait la barricade. Le choc fut brutal. Ils roulèrent au sol, renversant la lanterne. L'huile se répandit. Le feu prit sur le vieux plancher en bois. Désormais, la scène était éclairée par les flammes de l'enfer. Les ombres dansaient sur les murs, distordues, monstrueuses. Victoria vit le troisième homme viser Victor qui luttait au sol. Elle n'avait pas d'angle de tir. Elle se redressa, s'exposant mortellement, et tira. Clic, chargeur vide. Le son le plus terrifiant au monde. L'homme pivota vers elle, sourire aux lèvres. Victoria n'avait plus qu'une fraction de seconde. Elle saisit une bouteille de champagne intacte au sol et la lança de toutes ses forces. Le projectile percuta le visage du mercenaire. Il vacilla, aveuglé. Victor, libéré de son adversaire qu'il venait d'assommer, ramassa le fusil tombé au sol et abattit le troisième homme d'un coup de crosse précis. Le silence retomba. Il ne restait que le crépitement du feu qui commençait à lécher les murs. Et le souffle rauque de 2 survivants. Mais la victoire avait un goût de cendre. Victoria se précipita vers le coin où ils avaient caché Thorn. Il était là, toujours inconscient. Mais son poignet était nu. La mallette, souffla-t-elle, blanche comme un linge. Le chef de l'escouade, il ne s'est pas battu, il a profité du chaos. Victor s'essuya le sang qui coulait de son arcade sourcilière. Il regarda vers la porte défoncée, vers l'avant du train. Soudain, le sol trembla. Un sifflement aigu déchira la nuit. Les équipes de déblaiement avaient fini leur travail sans savoir le drame qui se jouait à bord. Le train repartait. Il va essayer de s'enfuir par la locomotive, dit Victor. Victoria rechargea son arme. Il lui restait 3 balles. 3 balles pour sauver le monde. Reste avec Thorn, ordonna-t-elle. Victor ramassa un pistolet sur l'un des cadavres. Il vérifia la chambre. Il leva les yeux vers elle, et dans son regard, Victoria lut une détermination qui égalait la sienne. « C'est mon train, Helena, » dit-il doucement. « Et personne ne descend sans mon autorisation. » Pour atteindre la locomotive, il n'y avait plus de passage à l'intérieur. Les portes blindées s'étaient verrouillées automatiquement avec la reprise de vitesse. Il ne restait qu'une seule voie. La voie des fous. Ils grimpèrent par l'échelle de service entre 2 wagons. L'air les frappa comme un mur de briques. Il faisait moins 20 degrés et le train filait à 100 km/h. Victoria manqua de lâcher prise dès la première seconde. Le vent ne soufflait pas, il hurlait, cherchant à l'arracher du métal givré. Elle s'aplatit sur le toit bombé du train, ses doigts gantés, cherchant désespérément une prise sur les rivets glissants. Autour d'elle, le monde n'était que chaos. La neige tourbillonnait dans les phares de la locomotive, créant un tunnel hypnotique blanc. Au-dessus, la lune froide observait la scène avec indifférence. Devant, une silhouette massive se tenait debout, défiant les éléments. Le commandant des mercenaires. Il avait la mallette serrée contre lui. Il attendait l'hélicoptère d'extraction dont on entendait le bourdonnement lointain couvrir le bruit des rails. Victoria rampa. Chaque centimètre était une bataille. Le froid brûlait ses poumons. Ses larmes gelaient sur ses joues. Victor était derrière elle. Mais le destin est capricieux. Une plaque de verglas. Un pied qui glisse. Victoria entendit le cri étouffé par le vent. Elle se retourna. Victor était tombé. Il se retenait d'une seule main à la passerelle, les jambes pendant dans le vide, au-dessus des roues qui broyaient les rails à toute vitesse. Le mercenaire vit sa chance. Il leva son arme, il ne visait pas Victoria. Il visait Victor. Le temps se dilata. Victoria avait un choix. Sauver l'homme qu'elle commençait à aimer ou sauver la mission. C'est le choix qui hante tous les espions. Le devoir ou le cœur. Elle regarda Victor. Il la regarda. Il secoua la tête. « Tire », semblaient dire ses yeux. « Tire sur lui, oublie-moi. » Victoria ferma les yeux une fraction de seconde. Elle inspira l'air glacé. Elle fit le vide. Elle ne choisit pas. Elle fit les deux.
Elle se leva. Une cible mouvante et plus difficile à atteindre. Elle courut sur le toit verglacé, droit vers le mercenaire, hurlant pour attirer son attention. Surpris, l'homme pivota vers elle et tira une rafale. Victoria sentit une brûlure à son épaule gauche, mais l'adrénaline masqua la douleur. Elle se jeta en glissade, comme un joueur de baseball atteignant le marbre. Au moment où elle passait à sa hauteur, elle tira sa dernière balle. À bout portant, dans la jambe. L'homme hurla et s'effondra, lâchant la mallette qui glissa vers le bord du toit. Victoria s'arrêta net en s'agrippant à une cheminée d'aération. D'une main, elle saisit la mallette juste avant qu'elle ne sombre dans l'abîme. De l'autre, elle braqua son arme vide sur l'homme blessé. Il la regarda, comprit qu'il avait perdu, et dans un dernier geste de défi, se laissa glisser volontairement du toit, disparaissant dans la nuit noire du ravin en contrebas. Victoria resta seule. Tremblante, blessée, victorieuse. Elle rampa en arrière, la mallette serrée contre son ventre. Victor, il était toujours là. Il avait réussi à remonter à la force des bras. Il était allongé sur le dos, regardant le ciel étoilé, la poitrine se soulevant difficilement. Elle s'approcha de lui. Elle s'effondra à ses côtés. Il tourna la tête vers elle. Un sourire faible, ensanglanté, étira ses lèvres gercées. « Joli tir, Helena » murmura-t-il, sa voix emportée par le vent. « Joli tir. » Victoria ne répondit pas. Elle posa sa tête sur son épaule. Et là, sur le toit de l'Orient Express, à 100 km/h, sous les étoiles indifférentes, ils restèrent immobiles, vivants, ensemble. Vienne. 6 heures du matin. La gare Westbahnhof émergeait de la brume comme un vieux souvenir. Les crissements des freins marquèrent la fin du voyage. Le monstre d'acier s'était endormi. Le cauchemar était terminé. La mission, un succès total. Le docteur Thorne avait été exfiltré par une porte latérale, pris en charge par une équipe médicale du MI6. La mallette était en route pour Londres. Victoria se tenait seule sur le quai principal. Elle avait changé de vêtements, mais elle portait toujours les ecchymoses invisibles de la nuit. Les voyageurs pressés la contournaient, ignorant qu'ils croisaient la femme qui venait de sauver leur sommeil. Elle cherchait une silhouette. Un smoking froissé, un regard bleu acier. Elle attendit 10 minutes. 20, une éternité. Mais Victor n'était pas là. Au fond d'elle, elle le savait. Les hommes comme lui ne restent pas pour les au revoir. Ils ne supportent pas la lumière crue du matin. Ils sont faits d'ombre et de départ. Un jeune porteur en uniforme rouge s'approcha d'elle, brisant sa rêverie. « Mademoiselle, un grand monsieur qui boitait un peu, m'a demandé de vous remettre ceci. » Il lui tendit un petit objet froid dans la paume de sa main. Un briquet en argent massif, ancien. Victoria passa son pouce sur le métal. Elle sentit une gravure. 2 lettres, VC. Elle fit jouer le clapet. Clic. Une flamme vive jaillit, droite et fière, défiant la grisaille de la gare. Un demi-sourire toucha les lèvres de Victoria. Il était vivant. Et il lui laissait le feu. C'était plus qu'un cadeau, c'était une promesse. La promesse que quelque part, dans une autre gare, sur une autre mission, leur trajectoire se croiserait à nouveau. Elle referma le briquet. Clac. Elle le glissa dans sa poche, tout contre son cœur, juste à côté de la froideur de son arme. Elle se retourna, fit voler le pan de son manteau et marcha vers la sortie. Ses talons claquaient sur le bitume, un rythme militaire et solitaire. Elle ne se retourna pas. L'espionnage est un métier solitaire. On y gagne des guerres secrètes, on y sauve des millions de vies anonymes. Mais parfois, au détour d'un wagon-lit ou au cœur d'une tempête de neige, on y laisse un petit morceau de son âme. Victoria Vane sortit de la gare et se fondit dans les rues de Vienne. Prête pour la prochaine mission. Prête à oublier. Ou du moins, à essayer. Cette histoire est terminée. Mais pour Victoria et Victor, ce n'est que le début. Pour ne pas manquer leur prochaine traque,
rejoignez la chaîne et activez les notifications. Votre soutien est le carburant de nos histoires. Si vous avez aimé cette atmosphère, partagez cette vidéo avec un complice de confiance. Le silence est d'or, mais un commentaire fait toujours plaisir. Fin de transmission.